Au futur président. Petit rappel historique. La Révolution française a aboli l'arbitraire, les privilèges, toute forme d'imposition, l'emprisonnement abusif pour des raisons d'argent et les violences policières royales. Or, que constatons-nous? Que l'histoire se répète. Ceux qui sont mis à la tête ont réintroduit subversivement l'intégralité de tout ce qui a été la cause de la Révolution. Actuellement, chacun des candidats fait des projets en s'imaginant tout ce qu'il va pouvoir faire en devenant président. Dans le passé, si certains chefs d'État, dictateurs, empereurs, rois, présidents, avaient su leur avenir, auraient-ils accepté cette fonction tant convoitée? Peut-être que oui, peut-être que non. Après tout, peut-on se fier aux prophéties faites par des humains qui croient posséder la capacité de connaître l'avenir? Le peuple attend d'un candidat un certain nombre de qualités morales, et que ses origines françaises remontent au minimum à la Révolution française de 1789. Le peuple attend qu'il sache lire le français, qu'il ait suffisamment d'instruction pour comprendre ce qui est écrit dans la Constitution, et qu'il ait un minimum de connaissances dans tous les domaines afin d'appréhender et de résoudre les problèmes sans léser personne. Le peuple ne lui demande pas qu'il lui sorte un programme, mais lui demande d'être le premier à appliquer la loi. Toute la loi et rien que la loi, qui dit que tous les Français sont libres et égaux en droit. Le peuple veut que tous les politiciens soient les premiers à aller sur les champs de bataille en cas de conflit militaire. Si la loi condamnait le président et ses ministres, et tous les autres fonctionnaires complices de leur turpitude, pour le non-respect des lois, au minimum à l'incarcération à vie et au maximum au bûcher, il n'y aurait pas beaucoup de candidats à vouloir la place. Avant d'être élu à la présidence, un certain Hongrois répondant au patronyme de Sarkozy n'a-t-il pas clairement dit qu'il voulait cette place pour vider les caisses du peuple afin de remplir les siennes? D'emblée, ce genre de propos aurait dû être rédhibitoire à son inscription sur la liste électorale. Mais comme il a dit tout haut ce que tous les candidats pensent, cette phrase n'a choqué personne parmi les politiques. Si par le passé nos ancêtres, lassés des inégalités sociales, de la discrimination des salaires, du genre plus tu travailles dur et moins tu gagnes pour les uns, et plus tu causes en public et plus tu gagnes pour ceux qui font leurs lois, de la difficulté de se nourrir convenablement, de se loger décemment, d'une justice accessible qu'aux riches, n'ont pas hésité à couper en deux les époux royaux responsables de leur malheur. Pourquoi en serait-il autrement de nos jours? Sachant que tous les politiques se sont accordés tous les privilèges monarchiques abolis par la Révolution, il n'y a pas de raison pour que les pseudo-chefs échappent au châtiment. Si le roi n'a pas bénéficié de l'immunité, qu'elle soit parlementaire, diplomatique ou autre, il n'y a aucune raison légale pour qu'un politique échappe à son jugement. L'égalité doit être respectée et appliquée. Un président n'est pas plus grand qu'un roi. Se croire au-dessus des lois, c'est être hors la loi, donc condamnable. La seule chose que doit faire le candidat à la tête du pays, c'est d'appliquer la Constitution de 1791 en faisant en sorte que tous les citoyens vivent dans le bonheur et non dans le malheur. Voici donc tout ce que devra faire le candidat, serviteur du peuple, s'il veut que son mandat aille jusqu'au bout, sans problème. S'il refuse, comme le dit la loi, article 6, celui qui viole ouvertement les lois se déclare en état de guerre avec la société. La guerre civile sera déclenchée en toute légalité, comme le dit la loi.
Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est, pour le peuple et pour chaque portion du peuple, le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs. Article 35 du 24 juin 1793. Pour ne pas en arriver à cette extrémité fâcheuse, voici ce qu'il faudra faire et qui aurait dû être fait depuis la suppression de la monarchie. Une grande partie des citoyens sont traités de sous-hommes par ceux qui pensent être d'une race supérieure en affirmant mériter plus que les autres, prétextant des raisons fallacieuses et surtout inconstitutionnelles. Afin de respecter tous ces citoyens et la loi qui stipule que tous les citoyens naissent et demeurent libres et égaux en droit, tous les salaires sur le sol national devront être égaux eux aussi, identiques. Fini les discriminations salariales. Si des citoyens peuvent vivre avec le RSA, les ministres aussi. Si les ministres estiment devoir gagner plus, ils n'ont pas leur place dans le pays des droits de l'homme. Tous les partis politiques devront œuvrer pour établir et maintenir dans la pratique la conservation des droits naturels et imprescriptibles du citoyen. Ces droits sont la liberté de faire tout ce que l'on veut, sans être obligé de demander l'autorisation à l'administration, d'accéder à la propriété, sans être obligé d'emprunter à des banques, la certitude de réussir sa vie et de manifester son mécontentement face à toutes les formes d'oppression. Tous les partis politiques qui ne pratiquent pas ces principes devront être dissous, car ils sont hors la loi. Voir article 2. Le candidat devra se considérer non comme le chef du pays, mais son serviteur. Et à chaque fois qu'une partie du pays manifestera son mécontentement ou sa désapprobation, il devra obéir. Tout acte de désobéissance, tout refus d'obtempérer, signera d'office sa destitution. Si l'administration, qui théoriquement est mise en place pour assurer le bonheur de tous les citoyens, s'arroge en toute illégalité le droit de construire des bâtiments sans demander l'autorisation du peuple, son employeur, il est normal et légal que tous les citoyens construisent leurs maisons sans avoir à demander la permission à la dite administration. Il faudra abolir toutes les règles du permis de construire et faire en sorte qu'aucun citoyen ne dorme plus jamais dans la rue. Si un citoyen dort dans la rue, tous les citoyens devront dormir dans la rue. Sachant que la loi ne peut interdire que les actions nuisibles à la société, toutes les actions imposées par des lois non soumises au référendum, comme l'obligation du port de la ceinture de sécurité en voiture, devront être abolies. Toutes les lois du pays doivent être l'expression de la volonté générale. Toutes celles qui ont été votées par l'Assemblée nationale sans l'accord du peuple n'ont aucune valeur légale car les députés n'ont pas fait leur travail en soumettant à leurs électeurs les projets de loi. Chaque député doit présenter le projet de loi à ses électeurs respectifs, en discuter avec eux, en délibérer et de retour à l'Assemblée faire ensemble état de la décision des électeurs. Celui qui, sans enfreindre ouvertement les lois, les élude par ruse ou par adresse, blesse les intérêts de tous, il se rend indigne de leur bienveillance et de leur estime. Article 7 du 22 août 1795. Tous les députés, par leur comportement, se rendent indignes des citoyens. Ils doivent être sanctionnés. Tous les citoyens séquestrés par des fonctionnaires qui appliquent des lois inconstitutionnelles, telles les lois des finances, doivent être libérés et indemnisés, et les fonctionnaires punis. Tous les citoyens victimes de jugements abusifs et punis de façon disproportionnée doivent être indemnisés.
La loi ne doit décerner que des peines strictement nécessaires et proportionnées au délit. Article 12 du 22 août 1795. Tous les citoyens qui sont séquestrés sans avoir été jugés doivent être libérés illico. Tous les citoyens qui ont été punis pour avoir exprimé leur mécontentement vis-à-vis du gouvernement corrompu ou pour avoir exprimé leurs idées sur tout ce qui ne va pas en France doivent être indemnisés. Il faudra rappeler à la force publique qu'elle est instituée pour garantir les droits des citoyens et les protéger. En aucun cas, cette force ne doit outrepasser sa fonction en se prenant pour l'autorité. Voir article 3 du 4 octobre 1958, ci-après. Tout fonctionnaire de la force publique qui dira haut et fort devant des citoyens qu'il a tous les droits, qu'il fait ce que bon lui semble, que les citoyens sont à sa disposition et qu'il use de violence, devra être limogé et puni. Aucun fonctionnaire n'est dépositaire de l'autorité, car l'autorité reste dans les mains du peuple. Tous les fonctionnaires sont des employés au service de la nation. Ils ont des comptes à rendre au peuple. Le rôle de celui qui préside est de le leur enseigner, en montrant bien évidemment l'exemple. La force publique est exclusivement instituée pour l'avantage de tous et non pour l'utilité particulière, c'est-à-dire la protection de ceux auxquels elle est confiée. Les politiques n'ont aucun droit légal de se servir de la force publique pour rançonner le peuple ni pour leur protection, qui plus est aux frais des citoyens contribuables. Les politiques, en agissant ainsi, confirment qu'ils violent délibérément la Constitution et montrent à quel point ils ont peur des représailles on ne peut plus normales que le peuple est en droit de faire subir à ses bourreaux oppresseurs. Et les fonctionnaires qui acceptent de les protéger violent la Constitution et volent ceux qui contribuent à leur verser un salaire. En dehors de leur travail, ils peuvent assurer la protection des politiques et être rétribués non avec l'intervention du Trésor public, mais avec les deniers personnels des demandeurs. Ils ne sont pas employés pour faire du chiffre qui remplit les poches des transgresseurs corrompus, mais uniquement pour protéger les droits des citoyens. Pour toute transgression, les deux parties devront un jour en répondre. La souveraineté nationale appartient au peuple, qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum. Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice. Article 3 du 4 octobre 1958. Toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de la personne d'un prévenu doit être sévèrement réprimée par la loi. Article 10 du 22 août 1795. Toutes les personnes accusées de fraude fiscale et séquestrées parce qu'elles n'ont pas voulu payer ce que les fonctionnaires du fisc, qui croient être l'autorité, leur imposent, devront être libérées et indemnisées. Dans le pays du bon droit, des droits de l'homme, la liberté s'oppose à l'imposition. C'est pourquoi la loi affirme, en parlant de contribution et non d'imposition, que tous les citoyens sont libres de la consentir ou de la refuser. Si le pays a besoin de financer un projet, les gestionnaires en place ne doivent pas imposer aux contribuables de payer sans savoir où passe leur argent. Les députés doivent discuter avec leurs électeurs de la nécessité de telle ou telle contribution, qui doit servir l'intérêt général, et non permettre de payer à certains le tour du monde. Ensemble, ils définissent la part que chaque citoyen, en raison de ses facultés, peut donner, et sous quelle forme, en écus, en diamants, ou sous toute autre monnaie d'échange. Ensemble, ils en suivent l'emploi et la durée, car une fois que le projet est accompli, il n'y a plus de raison de continuer à payer. Ensemble, ils définissent de quelle façon les contribuables pourront recouvrer tout ce qu'ils ont contribué à réaliser. Par exemple, si leur argent a contribué à réaliser une autoroute, ils n'auront pas à payer son utilisation. Et si cette autoroute rapporte, ils devront en toucher les dividendes.
Là encore, les députés n'ont pas fait leur travail et ont contourné la loi en interprétant le texte de la Constitution. Le mot recouvrement dans le texte signifie que le contribuable doit recouvrer ce qu'il a donné d'une façon ou d'une autre. Le verbe recouvrer signifie rentrer en possession de ce qu'on avait perdu ou prêté. Mais dans la bouche avide des députés cupides qui dépensent sans compter, faisant ainsi d'innombrables dettes, le sang s'est frelaté. Ils estiment que c'est au peuple de payer leurs dettes. Toutes les formes de taxation, comme jadis la royauté les imposait, qu'elles soient directes ou indirectes, devront être totalement supprimées, car elles sont illégalement inconstitutionnelles. Tous les prélèvements obligatoires devront disparaître, car ils sont faits sans l'assentiment des citoyens, donc toujours illégaux. Et si tout cela n'est pas accompli, la société demandera des comptes à tous les agents publics de l'administration. Afin d'être bien sous les auspices de l'être suprême, tous les fonctionnaires qui ont des enfants pourront constater par eux-mêmes ou par le représentant de l'être suprême la nécessité de la dîme, de la consentir librement s'ils veulent conserver leurs enfants. Cette contribution est demandée par celui qui a le pouvoir de rendre fécondes ou stériles les matrices et bien évidemment de reprendre ce qu'il a donné. Chacun est libre d'avoir ou pas des enfants. Cette contribution ne doit être motivée que par l'amour que les fonctionnaires parents ont pour leurs enfants. Le président de la République est garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire. Explique au peuple comment le président de la République peut garantir l'indépendance du pouvoir judiciaire lorsque les juges sont nommés par lui-même et les députés. Les fonctionnaires du pouvoir législatif sont élus par le peuple. Les fonctionnaires du pouvoir exécutif sont élus par le peuple. Et les fonctionnaires du pouvoir judiciaire ne sont pas élus par le peuple, mais par les deux pouvoirs qui le contrôlent. Ainsi, ils croient qu'ils peuvent impunément, aussi longtemps qu'ils le veulent, imposer au peuple leurs lois sans être punis. Toutes les sociétés qui pratiquaient l'injustice ont eu une fin. Il en sera ainsi de même. La loi dit qu'une société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée et la séparation des pouvoirs n'est pas déterminée n'a pas de constitution, c'est-à-dire qu'elle n'est ni valide ni légitime, elle n'existe pas. De par cette illégitimité, le gouvernement actuel n'a aucun droit d'organiser des élections. Pour qu'ils deviennent valides et légitimes, il faut que les fonctionnaires du pouvoir judiciaire soient élus par les citoyens. Si le candidat, futur employé du peuple, ne se plie pas à cette loi, son gouvernement n'aura aucune légitimité, à l'instar du gouvernement actuel. Chaque ville devra organiser des élections pour élire des juges bénévoles chargés de régler les litiges entre concitoyens. Ils devront être choisis en fonction de leur expérience, de leur intégrité et de leur sagesse. Ils ne devront pas porter le titre de magistrat, et tout le système judiciaire actuel devra disparaître. Les députés fondateurs de la Première République ont déclaré que l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de l'homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements. Alors ils ont exposé par écrit les droits naturels, inaliénables et sacrés de l'homme afin que tous les fonctionnaires au service du peuple ne s'écartent pas de leurs droits et devoirs. La dite Déclaration des droits de l'homme doit permettre également à tous les citoyens de vérifier et de comparer si les actes des politiques sont conformes. En cas de désaccord, la loi autorise les citoyens à agir afin d'obliger les politiques à respecter la Constitution pour le bonheur de tous et non pour eux seuls. Donc, pour le bonheur de tous, il faut supprimer, outre tout ce qui est précédemment cité, les jeux de hasard, la spéculation boursière, la prostitution sous toutes ses formes et toutes les actions qui portent atteinte à l'intégrité de la personne. Si tous les citoyens ont le même salaire et le même niveau de vie, ceux qui croient que les jeux de hasard leur permettent d'augmenter leurs maigres revenus ne seront plus tentés d'aller risquer leur salaire. Les jeux de hasard n'enrichissant que leurs créateurs sont une atteinte à la Constitution car ils augmentent les différences sociales au même titre que les spéculations boursières. Tout homme peut engager son temps et ses services, mais il ne peut se vendre ni être vendu. Sa personne n'est pas une propriété aliénable. Article 15 du 22 août 1795.
Tous les fonctionnaires du gouvernement qui ont détourné l'argent des contribuables, ou plus exactement des imposables, pensent à tort que l'argent des impôts leur appartient, parce qu'ils ont le pouvoir, l'autorité d'imposer tout ce qu'ils souhaitent à leurs électeurs. Revoir article 7 du 22 août 1795. À tous ces indélicats qui méritent bien davantage que la prison, qu'ils imposent à ceux qui n'ont pas voulu payer ce que les agents du fisc illégal leur réclament, il faudra les obliger à rembourser la totalité de tout ce qu'ils ont détourné, indemnités comprises, et les démettre à vie de leurs fonctions. Si le futur employé du peuple applique stricto sensu tous les articles de la Constitution, son mandat durera et son avenir sera serein. Dans le cas contraire, il sera démis de ses fonctions par le peuple lui-même, et si la vindicte populaire ne l'élimine pas dans les pires conditions, il finira sur le banc des accusés, où il entendra la liste de tous les chefs d'accusation requis à son encontre. En devenant l'arbitre de tout ce qui se passe dans le pays, le postulant s'engage à être responsable de tout ce qui se produira pendant son mandat, tant pour les bonnes que pour les mauvaises choses. Sachant que le pays, à la création de sa constitution, a demandé l'aide de l'être suprême, il est normal qu'il intervienne à un moment lorsque la situation devient dramatique et inacceptable. Durant son mandat, à tout instant, le grand monarque pourra intervenir et réclamer le trône de France qui lui revient de droit, car il a toute autorité sur l'espèce humaine. Le postulant en place devra lui remettre ses responsabilités et peut-être conserver une place parmi ceux qui dirigeront le peuple, si toutefois il aura démontré ses compétences. Dans le cas d'un refus de se soumettre à plus puissant que toutes les puissances réunies planétaires, tous ceux qui feront obstacle en subiront les conséquences. Alors, afin de vous rappeler de quelle façon il va agir, voici quelques lignes ancestrales, toujours d'actualité. Ainsi, observe les commandements, les lois et les ordonnances que je te prescris aujourd'hui et mets-les en pratique. Si vous écoutez ces ordonnances, si vous les observez et les mettez en pratique, l'Éternel ton Dieu gardera envers toi l'alliance et la miséricorde qu'il a juré à tes pères. Il t'aimera, il te bénira, il te multipliera. Il bénira le fruit de ton ventre et le fruit de ton sol, ton blé, ton mou et ton huile, les portées de ton gros et de ton menu bétail dans le pays qu'il a juré à tes pères de te donner. Tu seras béni plus que tous les peuples. Il n'y aura chez toi ni homme, ni femme stérile, ni bête stérile parmi tes troupeaux. L'Éternel éloignera de toi toute maladie. Il ne t'enverra aucune de ces mauvaises maladies d'Égypte qui te sont connues, mais il en frappera tous ceux qui te haïssent. Si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique toutes les paroles de cette loi, écrites dans ce livre, si tu ne crains pas ce nom glorieux et redoutable de l'Éternel ton Dieu, l'Éternel te frappera miraculeusement, toi et ta postérité, par des plaies grandes et de longue durée, par des maladies graves et opiniâtres. Il amènera sur toi toutes les maladies d'Égypte, devant lesquelles tu tremblais, et elles s'attacheront à toi. Et même l'Éternel fera venir sur toi, jusqu'à ce que tu sois détruit, toutes sortes de maladies et de plaies qui ne sont point mentionnées dans le livre de cette loi. Lorsqu'un fonctionnaire s'empare de l'argent d'un lépreux, il prend aussi sa lèpre incurable. Si ceux qui ont la charge du peuple aiment le peuple, ils voudront voir disparaître toutes les maladies dont sont victimes les citoyens, le cancer et le sida étant les plus terribles. Ils remettront avec diligence leur charge aux représentants du grand monarque.
Mais s'ils refusent d'obtempérer, ils démontreront ainsi au peuple leur absence d'amour à son égard. Mais comme la loi autorise le peuple à choisir son chef, il faudra faire un référendum pour lui demander s'il veut des mortels corrompus ou l'être suprême via le grand monarque comme chef. Mais si vous ne m'écoutez point et ne mettez point en pratique tous ces commandements, si vous méprisez mes lois, et si votre âme a en horreur mes ordonnances, en sorte que vous ne pratiquiez point tous mes commandements, et que vous rompiez mon alliance, voici alors ce que je vous ferai. J'enverrai sur vous la terreur, la consomption et la fièvre, qui rendront vos yeux languissants et votre âme souffrante. Si, malgré cela, vous ne m'écoutez point, je vous châtierai 7 fois plus pour vos péchés. Je briserai l'orgueil de votre force. Je rendrai votre ciel comme du fer et votre terre comme de l'airain. Votre force s'épuisera inutilement. Votre terre ne donnera pas ses produits, et les arbres de la terre ne donneront pas leurs fruits. Si vous me résistez et ne voulez point m'écouter, je vous frapperai 7 fois plus selon vos péchés. J'enverrai contre vous les animaux des champs, qui vous priveront de vos enfants, qui détruiront votre bétail et qui vous réduiront à un petit nombre, et vos chemins seront déserts. Si ces châtiments ne vous corrigent point, et si vous me résistez, je vous résisterai aussi, et je vous frapperai 7 fois plus pour vos péchés. Je ferai venir contre vous l'épée, qui vengera mon alliance. Quand vous vous rassemblerez dans vos villes, j'enverrai la peste au milieu de vous, et vous serez livrés aux mains de l'ennemi. ירושלים, ירושלים, ההורגת את הנביאים וסוקלת את השליחים אליה. Si, malgré cela, vous ne m'écoutez point, et si vous me résistez, je vous résisterai aussi, avec fureur, et je vous châtierai 7 fois plus pour vos péchés. Vous mangerez la chair de vos fils, et vous mangerez la chair de vos filles. Je réduirai vos villes en désert, je ravagerai vos sanctuaires. Votre pays sera dévasté, et vos villes seront désertes. Je rendrai pusillanime le cœur de ceux d'entre vous qui survivront. Ceux d'entre vous qui survivront seront frappés de langueur pour leurs iniquités, et ils paieront la dette de leurs iniquités, car je suis l'Éternel, leur Dieu. Tels sont les statuts, les ordonnances et les lois que l'Éternel établit entre lui et les enfants d'Israël sur la montagne de Sinaï par Moïse. La question que le présent candidat est en droit de se poser est de savoir si l'Éternel a perdu de sa vigueur ou s'il est capable de faire tomber sur le pays et le monde ce qu'il a jadis fait tomber sur le peuple qu'il a formé en vue de répandre sa parole sur toutes les nations.